Bonjour à tous. Messieurs les présidents, cher François, cher Jean-Marc, cher Jean-Paul, j'espère que j'en oublie pas des présidents, mesdames les directrices, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, chers collègues. C'est évidemment un plaisir pour le CNRS que d'accueillir aujourd'hui la deuxième édition des rencontres scientifiques de l'Alliance nationale de recherche pour l'environnement. Donc cette alliance à l'envie qui, vous le savez, fédère les forces de 28 organismes, agences et fondations pour coordonner la stratégie de recherche environnementale française sous la houlette de François Houllier qui a récemment été reconduit à la présidence de l'Alliance. Donc cette journée sera l'occasion bien sûr de faire le point sur les récentes orientations ou découvertes en matière de recherche sur la compréhension de l'environnement et son avenir, et aussi évidemment d'échanger sur les nouveaux concepts, les recherches originales, les approches et les dispositifs innovants. Bref, il s'agit évidemment aujourd'hui, dans un paysage en mutation, vous le savez mieux que quiconque, de s'interroger sur les grandes questions scientifiques à traiter pour accompagner la société à relever les défis pour une planète durable. Et je voudrais dire que ainsi, une fois encore, la recherche se mobilise pour la planète et je m'en félicite. Et au moment où est en train d'être votée la loi sur la biodiversité, où la loi sur la transition énergétique va s'appliquer, et à mi-chemin finalement entre la COP21 et la COP22, mettre à la disposition du public et des décideurs divers aspects des recherches sur le sujet relève évidemment de notre devoir collectif. Et j'ai vu que cette journée de mise en débat collective se focalise sur les transitions climatiques, énergétique, écologique et aussi numérique pour une planète durable. Et c'est vrai que l'année 2016 pourrait être celle de toutes les transitions. Et la richesse et la diversité des chercheurs qui vont se succéder aujourd'hui illustrent bien, je crois, la complexité en fait de la palette de thématiques au sein même de ces transitions. Et vous le savez, l'écologie est bien une science de la complexité. Et tout comme le défi de la transition numérique nous le montre, elle appelle à avoir une vision systémique. Vision qu'elle se doit de construire, de tester, d'expérimenter, de modéliser et surtout de valoriser et de transmettre. La COP21 l'a bien montré. La COP22 va le conforter. Les chercheurs ont non seulement des savoirs à partager, mais aussi des solutions à proposer et je pense que nous en aurons des illustrations dans la journée. La coexistence de ces transitions climatiques, énergétiques, écologiques et numériques amène assez naturellement, par exemple, à une réflexion sur l'usage des sols, sur les relations entre écosystèmes et santé, sans oublier l'économie de la décarbonation et la prise en compte du défi démographique dans toutes ses dimensions. Et avec évidemment en toile de fond les enjeux des données massives et des infrastructures de recherche. Nous sommes sur ce point très vigilants au CNRS. Il est donc impératif de comprendre les écosystèmes et les anthroposystèmes et de proposer des modèles de scénarios d'adaptation au changement global à différentes échelles de temps et d'espace, et ça reste encore un défi aujourd'hui. S'il est du devoir, évidemment, des scientifiques de s'investir pleinement sur ces questions, et vous le faites, nous savons que les scientifiques ne pourront pas à eux seuls relever les défis collectifs qui nous attendent. Il est essentiel que le débat collectif ait lieu et que l'appropriation des enjeux et des solutions soit la plus large possible. Et je sais les actions variées que vous menez auprès de tous les publics. Mais je pense aussi, bien sûr, à l'appropriation des enjeux et solutions par les pouvoirs politiques. Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, nous fera l'honneur de conclure cette journée et je pense que c'est un symbole important. Par ailleurs, demain et après-demain, 2 journées organisées par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, et je vois ici des hauts représentants de ce ministère, seront consacrées à des échanges sur l'interaction entre politique publique et recherche finalisée dans le cadre de la transition écologique. Et je voudrais dire que
la nécessité d'une mobilisation collective, je pense, est parfaitement illustrée à travers le tout récent article paru dans Science à propos de la couche d'ozone. Puisque, évidemment, on savait dès la fin des années 70 que certaines substances, dont les chlorofluorocarbures, présents notamment dans les gaz propulseurs, des bombes aérosols de l'époque, endommageaient la couche d'ozone. Mais c'est finalement en 1985 que le monde a réellement pris conscience de l'importance de cet effet à travers la mise en évidence de ce qu'on a appelé le trou de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Et 2 ans plus tard, sous la pression de la communauté scientifique, était adopté le protocole de Montréal, le premier traité environnemental international signé par 196 pays, qui a interdit globalement l'utilisation des chlorofluorocarbures et de quelques autres produits destructeurs de la couche d'ozone. Or, l'article de Science paru la semaine dernière semble montrer que les mesures prises en 1987 portent leurs fruits, puisque le trou de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique a très sensiblement réduit de taille, et ce, de manière beaucoup plus rapide que prévu, avec une prévision de retour à la normale en 2050. Certes, une partie de la réduction est en fait due au réchauffement climatique. Donc on retrouve ici la complexité dont on a parlé tout à l'heure et qu'on a évoquée. Mais il semble bien néanmoins que la mise en place du protocole de Montréal ait contribué pour moitié à la réduction du trou de la couche d'ozone en Antarctique. Ce qui a conduit Suzanne Salomon, chercheur au MIT qui a coordonné ces travaux, à dire « Nous avons décidé collectivement, en tant que monde, de nous débarrasser de ces molécules. Et nous nous en sommes débarrassés et maintenant, nous voyons que la planète réagit. » Alors bien sûr, comme toujours en science, il convient d'être prudent et tenace et de continuer les observations et de pousser plus loin encore les modélisations. Mais il semble bien que lorsqu'on agit ensemble, tous ensemble, nous pouvons relever les défis. Donc c'est un message d'espoir que je veux porter ici. Et avant de passer la parole à François, puis aux chercheurs, je veux bien sûr vous souhaiter un excellent colloque et aussi remercier l'ensemble des personnes qui ont organisé cet événement aujourd'hui. Je vous remercie.